Pensez agir en simplexité, vidéo qui présente les apports des neurosciences. Introduction. Dans l'introduction, nous allons traiter du positionnement des neurosciences par rapport à la démarche du penser agir en simplexité. Comment les neurosciences nourrissent les perspectives de l'approche complexe. Nous développerons donc 8 points qui sont définis dans cette vue. Suivront ensuite les premiers apports entre les années 1992 et 1995, puis les seconds apports entre les années 2011 et 2015. Et puis nous ferons un pont sur le futur pour voir les nouvelles perspectives. Le son que vous allez entendre vous rappellera qu'il faut de temps en temps faire une pause, faire silence. Entre deux sons, vous pouvez faire une coupure, prendre des notes et puis reprendre la poursuite de la vidéo. Questionnement sur la posture scientifique par rapport à la démarche générale de penser agir en complexité. Bien, on connaît le côté très positif de la démarche scientifique qui est de valider une hypothèse, un modèle, des spéculations, donc une théorie, en la confrontant à l'expérience, en suivant les règles de Karl Popper. Disons, vérifier la reproductibilité, la falsification possible de la théorie. Est-ce qu'on peut la mettre en défaut? Bon. Parallèlement à cette posture, il y a une démarche scientiste de domination, de prosélytisme et d'exclusion d'autres approches qu'on pourrait dire ascientifiques. Souvent, on oppose le cœur et la raison, la science et tout ce qui n'est pas la science, c'est-à-dire souvent la religion, les systèmes de croyance. Et puis il y a une troisième posture qui est la démarche de rationalisation et d'objectivation du travail comme du langage. Le langage est une forme de violence. L'organisation scientifique du travail va définir d'une manière technique ce qui doit être fait, va régler avec des procédures. Et ceci n'a rien de scientifique par rapport à l'exigence de validation Karl Popper. Donc nous avons d'un côté une force importante de rigueur de démarche scientifique et d'autre part nous avons deux déviations dangereuses pour lesquelles il faut se méfier et prendre du recul. La théorisation en matière pédagogique relève du penser agir en complexité. Les sciences, et en particulier les neurosciences, pourront apporter des éléments. Il y a différentes stratégies pédagogiques et leur divergence concerne les intentions. L'espèce humaine diffère des autres espèces animales par ses aptitudes à apprendre, à penser et à communiquer avec ses semblables, par la nature de ses relations avec ses semblables, par la diversité de ses affects, de son humeur, de ses jeux, et par sa capacité biologique. Nous pouvons considérer que le petit bébé, quand il arrive au monde, il a des potentialités animales innées et qui va petit à petit développer dans différents champs pour s'humaniser. Le bébé va passer du stade animal au stade de l'humain,
de la même manière que le bébé chamois va passer de l'animal à un chamois qui va être quelque part éduqué par ses parents à la vie de chamois. Eh bien, pour l'humain, c'est pareil. Nous avons à développer petit à petit notre capacité d'humanité. Et cette capacité d'humanité peut être dans le champ du cognitif, dans le champ des affects, dans le champ des émotions, dans le champ des relations. Et suivant le projet pédagogique dans lequel on s'inscrit, eh bien, on va favoriser les fondamentaux cognitifs, la lecture, le calcul, les mathématiques, la science, etc. Ou alors la capacité à vivre en bonne entente avec les autres, donc la démarche de la démocratie à l'école, l'importance du collectif, du vivre ensemble, puis évidemment la maîtrise des affects, la maîtrise des émotions. Et suivant donc notre capacité à ouvrir les portes à différentes stratégies pédagogiques, à hybrider ces différentes stratégies pédagogiques, on va pouvoir construire ensemble ou pas. Nous allons prendre un peu de recul par rapport au questionnement sur les stratégies d'apprentissage, apprendre, apprendre à apprendre, enseigner, éduquer, accompagner. Et nous pouvons considérer qu'il y a plusieurs fenêtres, plusieurs regards, plusieurs projecteurs qui vont développer cet art. Évidemment, les apports des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychologie cognitive, sont une entrée parmi d'autres. Les apports des approches artistiques, pratiques sportives, apports des sciences de l'éducation et de la pédagogie, pratiques éducatives chez les enfants, pratiques éducatives chez les adultes, éducation populaire, pratique d'éducation des personnes en difficulté, philosophie, psychologie, psychothérapie. Tous ces regards vont interférer, vont s'hybrider, vont s'enrichir, se contredire. Donc les neurosciences sont une petite fenêtre qui vont pouvoir nourrir quelques éléments importants de cette panoplie de regards. J'ai mis en rouge les regards qui m'influencent particulièrement, donc je regarde les neurosciences, mais aussi les techniques ou théories ou stratégies d'apprentissage avec ces regards que j'ai plus particulièrement investis. Cette cartographie présente les différents regards que dans le cercle jaune apporte aujourd'hui le cercle des neurosciences, donc vécu entre 2011 et 2015, avec la focalisation d'un certain nombre de chercheurs de mise en perspective, dont Lionel Lacache, Damasio, Berthoz, Stanislas Dehaene, qui a nourri une grosse partie de notre année 2015 sur les fondamentaux cognitifs propres à l'éducation. Et puis bien entendu, plus éloignés, les regards sur la biologie, sur la psychologie, sur les maladies, avec François Laplantine, Anthropologie de la maladie, différentes expériences et pratiques de réflexion sur la conduite du changement et l'accompagnement. Pour mémoire, Henri Laborie, qui est toujours présent dans ma tête, avec la nouvelle grille, et puis les apports de Michel Simon, philosophe des sciences, dans les années 92-95, autour de l'ouvrage La peau de l'âme. Et récemment, j'ai découvert, donc ce qui est en rose, c'est la neurophénoménologie, avec plusieurs chercheurs qui gravitent autour du directeur de thèse qui était Francisco Varela. Donc voilà une perspective qui permet de voir comment le cercle des neurosciences se focalise sur un certain aspect des neurosciences.
J'ai fait une brève réflexion sur le sens de l'histoire. La grande histoire n'a pas de sens autre que celui que l'on lui prête après coup en fonction des intentions politiques. Mais ce qui m'intéresse, c'est davantage de regarder l'histoire des inventions et des brevets, car elle a un sens arborescent et filaire. On peut identifier des axes d'innovation potentiels à partir d'une analyse des brevets et leur évolution au fil du temps. Un logiciel TRIZ est parfaitement adapté pour faire ce travail. Et nous voyons que les idées des uns et des autres, petit à petit, font avancer, déplacent le système de croyance, ouvrent des portes. On peut regarder aussi, donc, sous une forme de, je dirais, d'intégration ou d'exode. Prenons le cas de la photo. La photo qui a d'abord commencé par chercher à observer de plus près avec des loupes. On a petit à petit passé au binocle, à la lunette, puis à la lentille, et puis à la chirurgie de l'œil. On est parti de l'extérieur pour rentrer. Concernant la caméra, qui fut d'abord l'idée de filmer un oiseau au bout d'un fusil, le fusil ayant la caméra à la place du canon, petit à petit, la caméra est rentrée dans l'appareil photo et petit à petit, on a un ensemble qui permet de faire du zoom, des photos de grande qualité, des films de qualité. Et il se trouve que l'histoire de ces inventions est aussi organisée par la recherche appliquée. Aujourd'hui, sur le marché de la caméra, les capteurs sont organisés pour le service de vidéosurveillance et le militaire. Donc, il y a un certain type de capteur qui est développé et les cinéastes amateurs ne peuvent qu'utiliser ce genre de capteurs. Il en est de même, par exemple, pour l'investissement en recherche scientifique. La recherche scientifique est dopée par les budgets de la technoscience, qui elle-même est dopée par les ventes de ce que les consommateurs usagers ont envie de consommer. Et pour ça, on constate que l'investissement dans les mobiles est 10 fois supérieur à celui dans l'énergie. Parce que le public aujourd'hui est beaucoup plus attiré à mettre de l'argent dans les écrans tactiles de toutes sortes, plutôt que de mettre de l'argent dans le moyen de se chauffer. Je discerne donc trois types de théories ou de théorisation. Celle qui relève du scientifique, qui va se confronter à l'exigence de Karl Popper de validité par rapport à l'expérience. La théorisation des textes anciens, des textes sacrés, qui relèvent de l'analyse des compréhensions et des interprétations des livres tels que la Bible, le Coran et bien d'autres. Et puis il y a une troisième forme de théorisation, qui est celle qui relève de l'élaboration, de la mise en œuvre de stratégies qui ne sont ni scientifiques ni théologiques et qui relèvent de l'art d'agir et de penser en complexité. Là, il s'agit davantage d'un pari et on va faire le pari que la stratégie choisie fonctionne, porte ses fruits. Il y a un avantage important à discerner théorie scientifique et théorie stratégique, car l'une va permettre d'étoffer la seconde, mais il ne faut pas que la seconde soit prisonnière des exigences scientifiques. Nous allons maintenant aborder la carte du monde des enjeux individuels. Chacun de nous a inscrit dans des mots tabous beaucoup de choses et finalement quand nous échangeons, nous discutons, nous avons beaucoup de mal à nous comprendre. Il y a le piège de ces mots tabous, race, ethnie, génération, sujet, genre, spiritualité.
développement personnel. Chacun de ces mots porte en lui-même un principe d'exclusion ou de polarisation duale dans le débat. On peut être porteur de l'idée que le terme race a du sens ou n'en a pas, suivant comment on regarde. Il en est de même pour génération. Sait-on définir ce que c'est qu'une génération ou un saut de génération? Pour une famille, oui, c'est simple, mais pour un collectif, et même dans une famille, avec l'évolution de la vie de famille et des couples, eh bien, la notion de génération devient très très délicate, très complexe, très floue. Pour le genre, et bien entendu, on a exactement la même difficulté. La théorisation du genre soulève bien des débats. Il y a la dimension biologique, la dimension psychologique, les rôles de chacun, les postures, puis les postures méta, les stratégies de rencontre, regard sur l'autre et sur soi. Quel regard on porte sur l'autre? Stratégie de conditionnement, de développement et d'apprentissage. Ce sont des termes qui nous séparent et nous avons du mal à nous retrouver sans préciser exactement ce que l'on veut dire. Juste pour mémoire, la carte du monde des enjeux collectifs, eh bien nous avons parlé tout à l'heure de déviance scientiste et de rationalisation, de la violence des mots, de la rationalisation idéologique, les dérives de l'organisation scientifique du travail ou de l'organisation rationnelle du travail. Puis nous avons d'autres perspectives avec le penser agir en complexité dans ce que l'on a pu voir dans un autre séminaire, c'est l'exigence de regard multipolaire. Sortir de la pauvreté des listes et des mots-clés, prendre en compte les principes d'incomplétude, entre trop et pas assez de concision, et ouvrir notre réflexion sur la multipolarité, qui est une façon d'éclairer de manière diffuse un monde que l'on perçoit de plus en plus complexe. C'est notre regard qui le perçoit de manière complexe. Autant structurer ceci. Et l'idée, c'est d'éviter de plonger dans la simplicité, la causalité, et de savoir, en fonction de chaque moment, de chaque contexte, quel est le bon niveau de multipolarité il faut prendre en compte, et aussi de dialogique. Comment je pense ce que je pense. Je vais maintenant traiter d'une autre perspective, c'est celle des traitements informationnels. Comment la théorisation des systèmes informationnels peut nous apporter une aide à la compréhension du fonctionnement du cerveau. Et nous viendrons bien entendu après à la comparaison entre le cerveau et l'ordinateur. Le flux de données et les processus de transformation de l'information sont au cœur des systèmes informationnels. Modalités de transformation, régulation, émergence et degré de liberté de tous les niveaux de flux d'informations. Alors nous pouvons entrer par le bas, c'est depuis le biologique, la cellule, pour moi ça a été la première entrée par la nouvelle grille de Henri Laborie, l'information structure, l'information circulante, et puis nous pouvons entrer par le haut, par la bioéthique et les fonctions imaginaires, mentales, introspection connective, affective, relationnelle, analyse de pratique du vécu, en première, deuxième, troisième personne. Ce sont des entrées complètement opposées, et quand on a la possibilité de les faire entrecroiser, eh bien ça ouvre nos possibilités de construction d'images et de représentation, bien entendu complexes, mais aussi simplexes, qui donnent du sens, qui ne cassent pas la complexité du fonctionnement cérébral.
Cartographie des domaines de recherche. On peut considérer que les neurosciences se focalisent sur un certain nombre d'axes, comme la cognition et la métacognition, comme les émotions, les humeurs, les modalités de perception, de décision, d'apprentissage, les facteurs attentionnels, mémorisation, mémoire et remémoration. Les rêves et l'intuition, ça c'est toujours dans l'ombre. Et on a aussi beaucoup abordé le développement et la réparation, la capacité d'adaptation. Donc ça c'est la focalisation à partir du regard des neurosciences. Et puis on peut regarder une autre cartographie, c'est celle des sciences et techniques cognitives qui sont plus orientées sur les liens avec l'intelligence artificielle, avec trois regards aussi importants à dissocier. C'est la cognition, les notions d'émergence, qui est la programmation parallèle plutôt, et enfin l'inaction, où on considère que le sujet fait partie de l'expérience. Cela va nous donner 5 grands domaines à prendre en compte. Cette figure est tirée du livre de Francisco Varela, Invitation aux sciences cognitives. Il montre comment les différentes mises en perspective du questionnement sur le fonctionnement cérébral intéressent donc 5 domaines, évidemment les neurosciences, l'intelligence artificielle, la linguistique, l'épistémologie et la psychologie cognitive. Et on voit 3 cercles qui sont le plus petit cercle, les approches cognitivistes, programmation linéaire. Le second cercle qui est les approches émergentes avec la programmation parallèle. Et enfin le dernier cercle qui est celui de l'inaction avec la prise en compte que le sujet fait partie du champ de l'expérience. Et on voit par le petit point rouge en haut à gauche où se situe Francisco Varela, donc assez proche de l'inaction et assez donc éloigné des approches cognitives. On voit donc dans ce diagramme la position de différents chercheurs et donc les perspectives qui sont prises en compte pour pouvoir définir, expliquer, modéliser et bâtir des théories sur les fonctions cérébrales. Aujourd'hui, le financement de la recherche est essentiellement focalisé sur les approches cognitivistes qui permettent à la fois de faire progresser de manière opérationnelle les champs de la technoscience, aussi bien du côté de l'humain que du côté de la robotisation et des systèmes experts. Il est maintenant temps de prendre un petit peu de silence avant de s'attaquer à la suite. L'étude de la comparaison du fonctionnement du cerveau et de l'ordinateur est très intéressante. Il est évident que l'ordinateur et le cerveau, on ne peut pas les comparer. C'est comme comparer la Chine et le Luxembourg. L'une des premières comparaisons qui est intéressante, c'est à partir de la puissance cognitive. Alors comment définir cette puissance cognitive? Capacité de traitement de l'information? Peut-être. Pouvons dire que un neurone est plus puissant qu'un transistor, mais qu'un
un micro-ordinateur, un microprocesseur plus exactement, est plus puissant qu'un neurone. Un microprocesseur 4 cœurs par exemple. Une assemblée de neurones est beaucoup plus puissante qu'un microprocesseur. Et ainsi de suite, nous pouvons construire une échelle de, 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 de puissance cognitive suivant la façon dont on regarde ce terme de puissance. Ensuite, il y a la notion de complexité et d'émergence. Les différents niveaux informationnels, c'est le quatrième point, dans lequel on va sortir petit à petit de la logique de la biologie pour aller vers les systèmes informationnels. La biologie, l'électromagnétisme, la circulation chimique des neurotransmetteurs, et puis donc la notion d'image, la notion de flux d'informations dans différentes formes de traitement, qu'ils soient de type cause-effet, de type covariance, de type émergent. Quand on prend en compte le niveau de complexité au niveau 3, complexité et émergence, le regard que l'on porte sur les traitements informatiques demanderait des développements assez longs. Pour condenser, je dirais qu'il y a d'un côté le hard et de l'autre le logiciel. Dans le hard, eh bien, on sait qu'il y a des tests in situ qui permettent de diagnostiquer très vite les dysfonctionnements, type le courant passe ou ne passe pas. Par contre, quand on teste les fonctions hautes des programmes informatiques, les notions de tests fonctionnels sont beaucoup plus difficiles à mettre au point et demandent un grand niveau d'expertise. La solution à une panne, recherche de diagnostic et après donc réparation, est loin d'être évidente et loin d'être causale. Il y a des pannes intermittentes, bien entendu, mais il y a aussi des registres de fonctionnement qui ne sont pas décelables autrement que par les utilisateurs finaux. Quand on fait la comparaison entre le hard et le logiciel, le soft, on pourrait porter le regard sur une comparaison entre ce qu'on appelle le cérébral biologique, les fonctions basses, et tout ce qui relève du mental, de l'esprit. On peut considérer que dans le logiciel, dans l'esprit, si je garde cette comparaison, eh bien on ne peut pas dissocier le logiciel de l'esprit du concepteur qui a programmé ce logiciel. Et de même manière, on ne peut pas dissocier ce logiciel de l'esprit de l'utilisateur qui va l'exploiter dans un champ différent probablement que celui imaginé par le concepteur. Donc il y a interférence de domaines qui ne sont pas de même nature. De même, au niveau du fonctionnement cérébral du cerveau, dans les fonctions hautes, on ne peut pas imaginer le fonctionnement des étages supérieurs de l'esprit comme indépendant de la rencontre avec les personnes, les livres, les films, etc., qui vont organiser une interaction et l'émergence de sens qui ne peuvent en aucun cas être contenus dans le cerveau biologique, qui vont produire une interaction. Et cela ne peut pas être inscrit dans une pensée du fonctionnement cérébral réductionniste.
Venons à la notion de puissance cognitive. Nous allons comparer le fonctionnement d'un transistor qui a donc une base qui apporte l'énergie, un émetteur qui va pouvoir moduler la sortie du transistor en fonction d'un signal faible qui va piloter justement une grille qui va laisser passer plus ou moins d'électrons. Si l'on compare ce transistor à un seul neurone, on peut considérer que la puissance du neurone, c'est presque un microprocesseur par rapport à un transistor. D'abord, le neurone peut avoir différents statuts. Il est atone, il est inhibé, il est potentiel, et il a un seuil d'action en deçà duquel il ne déclenche pas de commande, et au-delà, il déclenche la commande. De multiples synapses, des milliers, vont le connecter à d'autres neurones. Il y a différentes façons d'imaginer donc ce neurone. Dans ses fonctionnements, il passe d'états chimiques à des états électriques successifs pour transporter, éventuellement transformer l'information. Le seuil de réaction répond à un potentiel d'excitation, un potentiel de synchronisation et à une fréquence d'excitation. Donc l'on voit que l'ensemble de ces facteurs rend le neurone beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué aussi, qu'un simple transistor. Cette image tirée de la revue La Recherche propose la modélisation, sûrement très simpliste, d'un noyau de cellules, la partie en bleu, et la cellule elle-même, la partie en rouge, avec développé un ADN qui, sur la partie droite, est en train de se dupliquer. Donc il y a un brin d'ARN qui va se dupliquer. Et l'on voit combien cette duplication, qui est paramétrée par d'autres parties de l'ADN, soit en contact avec des informations circulantes dans le cytoplasme, soit directement dans le noyau, vont caractériser la zone à coder et faire varier le codage en fonction du contexte. Cette image a une très grande ressemblance avec ce qui se passe en programmation non plus structurée, mais en programmation langage-objet, celle qui vous permet d'utiliser des fenêtres, des objets intelligents dans les PC, dans les microprocesseurs d'aujourd'hui. Donc, l'analogie entre la duplication de l'ADN et l'approche de langage-objet, l'objet intelligent dans un PC de notre époque est constitué de propriétés d'héritage et de propriétés de contextualisation. Votre souris, le pointeur de la souris, suivant le type d'objet qu'il survole, il va changer de signification, de méthode à vous proposer. Et aussi donc d'aspect. Je vais donc faire une première synthèse à partir de cette introduction et la prise en compte d'un certain nombre de regards. Deux grands points. L'espèce humaine est issue du bricolage et du recyclage des formules qui marchent dans le vivant. On va retrouver donc cette notion d'héritage et de fractalisation. Chaque fois qu'un système marche, eh bien on va le réutiliser, le corps va le réutiliser à différentes échelles.
l'espèce humaine appartient au réel du vivant au même titre que les autres espèces. Elle a développé une singularité qui lui est propre, ses cultures, ou la noosphère, si on s'en réfère à Edgar Morin, qui emprisonne dans une description qui lui est propre du réel. Les multiples réalités ou cartes du monde du réel que chacun de nous constitue sont constituées elles-mêmes de la noosphère humaine. Elles sont inscrites dans cette noosphère et ne peuvent pas être dépassées. La noosphère humaine est la fermeture indépassable, toujours en extension phénoménale. Cela ne préjuge pas de la non-existence d'autres noosphères non humaines et de possibilités de rencontre. Mais aujourd'hui, nous sommes enfermés dans cette noosphère, qui est l'ensemble des idées que les humains ont produites depuis leur émergence sur cette terre. Ce schéma rassemble plusieurs informations essentielles produites par les neurosciences. Donc, l'idée déjà de parler d'assemblées de neurones qui sont des systèmes déjà très complexes, chaque neurone ayant un millier de synapses qui se connectent avec d'autres neurones de cette assemblée ou d'autres assemblées. La deuxième chose, c'est cette notion de duplication de l'ADN, création d'un nouveau neurone, avec une spécialisation, une localisation, qui va inclure donc bien entendu la réplication génétique, mais aussi l'intégration épigénétique d'héritage beaucoup plus récent, des parents, des grands-parents. Puis enfin, en rouge, cette plasticité cellulaire neuronale qui est au niveau des synapses, au niveau des différents neurones de l'assemblée. On peut dire qu'il acquit une tension multiplicative entre les apports génétiques, ce qu'on peut appeler l'inné, qui sont multipliés, transformés, enrichis, exploités par l'environnement, avec d'un côté tout ce qui génère la confiance, la bienveillance, la combinaison positive, et d'un autre côté la peur, le stress, les émotions négatives. Et enfin, le bas, cette figure représente, à partir de la naissance, qu'il y a à la fois un potentiel génétique qui va se réduire, puisqu'il va être transformé non plus en potentiel, mais en application. Et ce potentiel génétique va donner vie à une plasticité cérébrale qui va avoir une vie plus ou moins longue, une espérance de vie plus ou moins longue en fonction des âges de la personne. Le bébé, dans les 12 premiers mois, va avoir des capacités d'apprentissage qu'il perdra après. Et puis, cette plasticité d'apprentissage va aussi être enrichie par le recyclage neuronal, qui va être de transformer une assemblée de neurones d'une fonction A à une fonction B. Et l'on voit au cours des âges comment le recyclage neuronal va prendre de la place de plus en plus importante par rapport à la plasticité cérébrale, en sachant que le potentiel génétique continue, puisque de nouveaux neurones arrivent tous les jours, et la plasticité cérébrale continue donc son chemin, en proportion moindre, bien entendu, du recyclage neuronal. Nous arrivons à la fin de cette première présentation, cette introduction.
avec ce tableau qui représente au mieux pour le moment mon imaginaire du fonctionnement cérébral, avec sur le côté droit trois flèches qui représentent les approches plutôt biologiques des énergies physiques, l'approche intermédiaire qui sont les images, les systèmes d'information qui vont prendre en compte une autre description du fonctionnement cérébral. Et puis, donc, sur le côté gauche, la distinction entre les fonctions basses, qui sont les fonctions cérébrales plutôt biologiques, et puis les fonctions hautes, imaginaires, qui vont être de plus en plus complexes, qui vont partir de nos intuitions, de nos prises de conscience pour aller au système d'idées organisées, aux croyances, aux théories, aux vérités, et à la prise en compte des approches de plus en plus hybridées de l'ensemble des informations dont on dispose dans notre propre noosphère individuelle. Il y a des parties biologiques très hautes comme la métacognition qui sont des potentialités que les fonctions imaginaires vont ou non utiliser dans la sphère de l'inconscient ou à sa périphérie dans les états de conscience que le cerveau peut à un moment donné ou à un autre faire émerger de la puissance de traitement global de l'ensemble des informations et des problèmes qu'il a à résoudre. Il est temps donc maintenant de s'offrir un petit temps de silence avant de passer à la suite.